Lutte contre le cancer au Mali. Le ministre de la Santé et du Développement social a visité ce matin le centre de recherche et de formation sur les pathologies moléculaires. En 2022, la structure a fait plus de 1000 prélèvements dans le cadre du diagnostic du cancer. Vente d'eau en sachet à Bamako. En cette période de grande chaleur, ce secteur réalise de bonnes affaires. Mais question, qu'en est-il de la qualité de ces eaux? Un rapport du Laboratoire national des eaux nous signale que 50% de ces eaux analysées contiennent des bactéries. Ousmane Farota n'est plus. L'ancien gardien et capitaine des Aigles du Mali est décédé ce samedi à l'âge de 58 ans. Rappelez-vous, Ousmane Farota fait partie de la campagne Tunis 94, la CAN que le Mali a disputée avec Mamadou Keïta comme sélectionnaire. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. Bonsoir. Partons d'abord au CHU du point G, plus précisément au Centre de recherche et de formation sur les pathologies moléculaires. L'an dernier, la structure a fait plus de 1000 prélèvements dans le cadre du diagnostic du cancer. La prise en charge des patients isolés par télémédecine est l'une des particularités est l'une des particularités de ce centre visité ce matin par le ministre de la Santé et du Développement social. Le reportage est signé Batraouri. Au CREFAM, Centre de recherche et de formation sur les pathologies moléculaires, c'est tout un arsenal de matériel de diagnostic du cancer qui est installé. L'entité qui se trouve dans les locaux du CHU du Point G est opérationnelle depuis 2017. Elle fonctionne grâce à un partenariat entre l'USTTB, l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako et l'Université Northwestern des États-Unis d'Amérique. Ce centre fait la recherche des gènes qui sont à la base des cancers du sein. Ce centre aussi est en train de faire la recherche sur les différents types d'HPV qui donnent le cancer du col de l'utérus au Mali, ainsi que le cancer de l'estomac, le cancer du sein, mais aussi le cancer de la prostate. En 2022, ce centre a fait l'analyse sur plus de 1000 échantillons, si on prend tout confondu. Cette visite que le ministre de la Santé et du Développement social effectue au CREFAM n'est donc pas une surprise pour qui connaît l'importance que le gouvernement accorde à la lutte contre le cancer. J'ai vu aujourd'hui des solutions qui sont en cours de recherche, donc qui réconfortent beaucoup, surtout pour atteindre le niveau communautaire. Donc utiliser la télémédecine dans la lutte contre le cancer, je pense que c'est quelque chose de très important. Donc on peut, à partir de ce que j'ai vu, à partir de n'importe quel point de notre territoire, traiter des patients atteints de cancer en utilisant la télémédecine. Donc ce système qui est en cours de développement nous permet d'avoir beaucoup d'espoir dans la lutte contre le cancer. J'ai vu aussi une solution d'autodépistage des femmes contre le cancer du col. Je pense que c'est une solution qui va être utilisée par beaucoup de femmes et qui va nous aider beaucoup dans la prévention du cancer et pour éviter aussi les complications des maladies. Donc la lutte contre le cancer, c'est une préoccupation du chef de l'État. L'équipe du CREFAM a tenu à remettre au ministre un cadeau en guise de reconnaissance de ses efforts envers le centre. Journée scientifique de l'Association des médecins libéraux du Mali. C'est en collaboration avec la CANAM et l'INPS. Le thème retenu, droits et devoirs des médecins libéraux du Mali pour la prescription rationnelle dans le cadre du RAMU, régime d'assurance maladie universelle. On en sait plus avec Aguibo Koulibaly. Cette journée scientifique est une opportunité pour les médecins libéraux du Mali d'échanger et de discuter avec les acteurs principaux du devoir et du droit au sens élevé de la responsabilité médicale pour un régime d'assurance maladie universelle réussi. Nous sommes des acteurs principaux pour l'assurance maladie obligatoire et juste vers la transition vers le régime d'assurance maladie universelle. En tant que l'un des acteurs principaux, nous nous sommes dit qu'il faut obligatoirement que l'ensemble de ces acteurs, qui sont les médecins libéraux, puissent connaître leurs droits et leurs devoirs par rapport aux différentes prestations
médicale. Pour les autorités sanitaires, les médecins libéraux contribuent beaucoup à la bonne santé de la population malienne en jouant leur rôle d'acteurs principaux. On n'a vu dans aucun pays où la santé est prise en charge entièrement par le secteur public. Et notre pays a eu la chance d'avoir travaillé sur les mécanismes de financement. Parce que pour que les gens puissent aller se faire soigner dans des établissements, que ce soit publics ou privés, il faudra que les moyens financiers aussi soient disponibles. Et notre pays a pu mettre en place le régime de l'assurance maladie obligatoire ainsi que le régime de l'assistance médicale que beaucoup ne connaissent pas, qui est l'assurance maladie pour les indigents, qui est un système non contributif. Donc nous avons su mettre ce mécanisme-là en place. C'est le deuxième pilier sur lequel le département travaille, le financement, le deuxième et le troisième pilier, le financement de la demande de soins. L'Association des médecins libéraux du Mali a été créée en 2006. Elle défend les intérêts matériels et moraux de tous les médecins non fonctionnaires. Occasion également pour l'association de procéder à l'enrôlement biométrique de leurs membres par les agents du 2e arrondissement. Santé toujours, cette fois-ci, faisons le point Covid de ce samedi. Les services de santé ont enregistré un nouveau cas positif sur 219 tests réalisés. L'on note 7 patients guéris et pas de décès. À ce jour, 18 patients sont placés sous traitement. À New York, dialogue de haut niveau en marge de la conférence de l'ONU sur l'eau, une initiative du Mali qui vise à contribuer à la mise en œuvre des engagements internationaux pris par notre pays pour l'atteinte des ODD 6 d'ici à 2030. L'événement a mobilisé autour du ministre en charge de l'eau, ses homologues de Guinée, de la Mauritanie et du Nigeria. Écoutons Lamine Seydou Traoré au micro de Aïssata Ibrahim Maïga. À l'issue des échanges, nous sommes arrivés à la conclusion que le Mali est à féliciter malgré les difficultés que traverse le pays. Nous sommes parvenus, nous sommes quand même à plus de 70% de taux national de réalisation de l'accès à l'eau potable pour tous. Ceci a été rendu possible grâce vraiment à l'engagement du président de la transition qui a accepté de consacrer les 2/3 des fonds spéciaux aux œuvres sociales par la réalisation, entre autres, de 200 forages sur tout le territoire national. Donc, ce que nous retenons vraiment de ce dialogue de haut niveau, c'est que, à ce stade, nous avons montré, en tout cas aux partenaires, à l'ensemble des parties prenantes, les réalisations que le Mali a eu à faire, mais aussi partager les défis et les difficultés que le Mali a. Parmi lesquelles difficultés, nous avons une insuffisance de financement dans le secteur de l'eau. Et nous espérons que, à l'issue vraiment de ce dialogue de haut niveau ministériel, nous aurons des partenaires qui viendront nous appuyer dans la réalisation de l'objectif de développement durable ODD 6, numéro 6, qui vise à garantir l'accès de tous à des services d'eau potable et d'assainissement à l'horizon 2030. Oui, on en vient au grand format de la rédaction. Attention, 50% des eaux en sachet analysées contiennent des bactéries. C'est un rapport 2022 du Laboratoire national des eaux qui le signale. En cette période de grande chaleur, nous nous sommes intéressés à la qualité et à l'hygiène dans le processus de production de ces eaux en sachet. C'est un reportage signé Bemba Sibi, Gaussou Touré, Moussa Togo. Consommer de l'eau est vital, mais l'eau consommée en bouteille ou en sachet vendue un peu partout est-elle de qualité? Les consommateurs semblent être situés par rapport à cette question. Il y a d'autres qui sont agréables à boire et puis il y a d'autres aussi, on a l'impression que c'est même pas du tout agréable aussi. Parfois il y a des odeurs qui ne donnent pas envie de consommer. Je consomme les eaux en sachet, mais très sincèrement, certains sentent mauvais. Je ne sais pas pourquoi. Certains en sachet laissent à désirer. Le problème, c'est qu'on le constate après achat. Difficile de se retrouver. Quand on a soif, on achète bien évidemment. Drissa Dramé, par contre, ne doute pas de l'attitude à prendre par rapport à ces eaux de consommation. Je ne consomme pas les eaux en sachet parce que je n'ai pas confiance en la qualité.
On peut dire que le choix de Dramé est justifié au vu des chiffres du dernier rapport du Laboratoire national des eaux qui sont accablants. Nous avons deux types d'analyse, l'analyse physico-chimique et l'analyse bactériologique. Bon, en général, nous n'avons pas un grand problème de qualité physico-chimique en général. Les paramètres sont dans les normes, mais la qualité bactériologique, je t'assure, les eaux en sachet, je précise, pas les eaux en bouteille, mais les eaux en sachet, cette année en 2022, bon, l'année N-1, 2022, parce que nous avons déjà ce rapport-là, nous avons à peu près 50% de non-conformité par rapport à la qualité bactériologique. Un fait qui impacte négativement tout le secteur. En témoignent ces producteurs qui font l'effort de travailler sur la qualité de leur eau. Dans ces unités, il faut se déchausser avant de rentrer. L'eau y est filtrée par tout un mécanisme. Après tous ces périples, elle doit faire face à une concurrence déloyale. Cette concurrence déloyale bouleverse tous les marchés, à commencer par les prix. Ils produisent dans des conditions très peu hygiéniques et inondent les marchés avec cette eau cédée à vil prix. Souvent, les commerçants refusent nos produits en disant que ça coûte cher. Or, cette cherté est justifiée par les mesures d'hygiène et de qualité mises en place pour préserver la santé des consommateurs. D'où la nécessité de réglementer le secteur. C'est ce à quoi s'attelle l'Association des producteurs d'eau potable en sachet du Mali depuis sa création il y a 3 ans. Boureima Diakité est le responsable de l'organisation sur la rive droite de Bamako. On a mis en place l'association pour organiser le secteur de nous-mêmes. Le vrai problème, c'est que certains producteurs ont du mal à intégrer la notion d'harmonisation des prix et de conformité avec les normes de qualité. Ils estiment que leur machine les appartient et ils font ce qu'ils veulent. C'est le problème majeur auquel nous faisons face aujourd'hui. D'où l'appel de M. Diakité aux autorités pour qu'elles aident à mieux structurer la production d'eau en sachet au Mali, car c'est une question de santé publique. Comment intégrer les personnes vivant avec un handicap dans les différentes étapes du processus électoral en cours au Mali? La question est au centre d'une rencontre à Bamako. Elle est couplée au conseil d'administration de la Fédération malienne des associations de personnes handicapées. Les détails avec Mamadou Fane. La participation pleine des personnes vivant avec les handicaps au processus électoral reste un défi pour la Fédération malienne des associations des personnes handicapées. La Fondation internationale pour les systèmes électoraux AIFES décide d'accompagner cette couche de la société pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations en les outillant pour la validation de leur plan de plaidoyer portant leur inclusion au processus électoral. Au regard du contexte et des acquis, la FEMA s'est engagée dans un processus d'élaboration d'un projet de plan de plaidoyer portant sur la participation des personnes vivant avec un handicap au processus électoral au Mali, conformément à son objectif qui est de promouvoir au niveau national une unité d'action en faveur des personnes vivant avec un handicap. Nous voici ici ce matin pour une autre étape de cette collaboration fructueuse entre IFES et la FEMA. Cette fois-ci, il s'agit de discuter et d'adopter une stratégie qui permettra à la FEMA de contribuer à travers un plaidoyer systématique et pertinent, de contribuer donc à la prise en compte des personnes vivant avec handicap à toutes les phases du cycle électoral.
Cet atelier couplé à la session ordinaire du conseil d'administration de la fédération permettra de donner aux personnes vivant avec un handicap les moyens de s'engager politiquement et de devenir membres à part entière de la société avec tous les droits. Un processus qui permettra non seulement de faire un plaidoyer afin de vous faciliter l'accès au processus électoral au Mali ne peut qu'être soutenu par les autorités de la transition. Et l'élection, c'est un devoir civique pour tout citoyen de participer au choix de ses dirigeants, que ce soit au niveau local, régional, voire national. Tout Malien doit participer à ce choix. Cette rencontre regroupe plusieurs organisations des personnes vivant avec un handicap. Elle servira à favoriser leur intégration dans la vie de la nation. 4e session ordinaire du conseil d'administration de l'Observatoire national du dividende démographique. Les administrateurs examinent et adoptent le plan de travail et le budget 2023 de l'Observatoire. Nous retrouvons Mamadou Fané. Un système d'information efficace sur les dividendes démographiques et le renforcement de l'élaboration de l'évaluation de politiques pour tirer profit de ces dividendes sont aujourd'hui les missions assignées à l'Observatoire national du dividende démographique ONDD. Cette 4e session du conseil d'administration est donc une occasion pour ces administrateurs d'évaluer les tâches accomplies et surtout de se projeter sur le futur. Le budget a une légère hausse. Donc tout ce qui va nous permettre d'entreprendre des études sérieuses et des recherches dans le cadre de l'économie générationnelle, les activités de formation et de renforcement des capacités dans le cadre du dividende démographique, nous allons accélérer ces activités et détendre ça aux couches les plus vulnérables, qui sont généralement la jeunesse, le cadre de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Intégré dans un dispositif régional d'observatoire pays, l'ONDD participe aux actions de suivi de la trajectoire démographique et ses effets sur le développement économique et social de notre pays, d'où une hausse de 1,6% de son budget pour 2023, soit plus de 760 millions de francs CFA. Les activités prévues en 2023 s'inscrivent dans le cadre de la réalisation des missions de l'OND. Il s'agit du renforcement des capacités nationales de prise en compte de la dimension démographique dans les politiques et programmes, le suivi des politiques en lien avec le dividende démographique et participation aux activités de communication et de plaidoyer en faveur des couches vulnérables. Ces activités seront planifiées et conduites en partenariat avec les structures du système statistique national et de planification stratégique. La tenue de cette 4e session marque le démarrage opérationnel des activités de l'ONDD pour l'année 2023. Elle facilitera la mobilisation des ressources internes et externes pour une exécution correcte des activités. Autre conseil d'administration, celui du Bureau malien du droit d'auteur. La 44e session révèle que le BIMDA a réalisé un taux de perception et de recouvrement de 567 millions de francs CFA. Jules Sambou-Sissoko pour les détails. La défense des intérêts moraux, matériels et professionnels des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques ainsi que leurs ayants droit mobilise toutes les énergies au Bureau malien du droit d'auteur. En termes de perception et de recouvrement, le taux d'exécution dépasse les 90% au titre de l'exercice 2022. Nous avons pu suivre nos recouvrements en matière de perception des redevances de droits d'auteur et des droits voisins, ce qui nous a valu d'atteindre un maximum de 98,48%. Le bilan financier de 2022 sur une prévision de 575 millions 516 510 francs. Nous avons pu faire une réalisation de 567 516 070 francs CFA. Beaucoup reste à faire, notamment dans le recouvrement des redevances de droits voisins et surtout en ce qui concerne l'opérationnalisation des droits voisins et la mise en œuvre de la rémunération pour copie privée. Face à la percée de la technologie, le bureau doit faire preuve d'esprit inventif pour préserver les acquis. Le conseil d'administration nourrit l'espoir que vos expériences respectives et vos compétences variées viendront compléter les efforts déjà amorcés pour assurer une saine gouvernance du Bureau malien de droit d'auteur.
Je m'en voudrais de clore ce registre sans pour autant rendre un vibrant hommage à toute la communauté des créateurs, des femmes et hommes qui œuvrent inlassablement au quotidien en donnant le meilleur d'eux-mêmes afin que l'art rayonne de toute sa splendeur. Pour un rappel, le Bureau malien du droit d'auteur est un établissement public à caractère professionnel doté d'une autonomie financière. Un mot de l'humanitaire avec la fondation Soumaïla Cissé au chevet des déplacés du site de Faladjé. Près de 200 familles ont reçu notamment des produits alimentaires en ce mois de Ramadan. Sokona Kamisoko. La fondation Soumaïla Cissé vient une fois de plus de respecter la tradition. Une tradition qui consiste à venir en aide aux déplacés du site de Faladjé à la veille du mois de Ramadan. C'est là à travers une opération de distribution gratuite de produits alimentaires essentiellement composés de sucre, du riz et d'huile. Deuxième du genre, cette opération va toucher plus de 200 ménages. Cette année, on a pensé à eux en cette veille du Ramadan pour leur apporter notre très modeste contribution pour les aider à passer le mois de Carême. Pour le coordinateur des activités humanitaires des sites de Bamako, ce geste de la Fondation Soumaïla Cissé vient appuyer d'autres actions menées par Feu Soumaïla Cissé dans le domaine de l'assistance aux déplacés. Feu Soumaïla Cissé, dès que les premiers se sont installés, il était au nombre de 127, a fait une aide humanitaire, a fait un don en céréales et en vivres pour leur permettre de démarrer en attendant l'action des autres organisations non gouvernementales, les ONG et autres personnes de bonne volonté. La présidente de la Fondation a saisi l'occasion pour visiter l'école et la pharmacie du site afin de s'imprégner de leurs conditions de travail. Le ministère de l'Éducation nationale mobilise les départements ministériels autour du plan d'action genre. Ils adoptent une stratégie commune de mise en œuvre du dit plan. Les explications avec Fademba Keïta. Améliorer le taux d'accès des filles à l'école, renforcer la cohésion et la coordination des actions visant à l'accélération de l'éducation de celles-ci sont en substance l'objectif de l'atelier d'opérationnalisation du plan d'action genre. Une occasion pour les acteurs de l'éducation de se retrouver pour analyser le fond de la question à travers la revue du plan d'action genre. L'importance de cet atelier est d'avoir ce plan d'action qui prendra en compte les aspirations du ministère de l'Éducation nationale. Donc ce plan d'action va nous permettre d'évaluer en fin d'année l'effort fourni au niveau de ces départements pour la prise en compte du genre. L'éducation est un pan qui permet à une nation d'aller vers l'émergence, d'où l'intérêt de cet atelier de partage du plan d'action genre du comité institutionnel genre. Le projet défi vise à réduire les normes sociales et préjudiciables et autres obstacles liés au genre affectant l'éducation des filles en termes de la demande, de l'accès et de la rétention. À partir de ces objectifs, une stratégie égalité femmes-hommes a été mise en place par le consortium du projet pour permettre une intégration efficace de la dimension genre dans la gestion, la mise en œuvre de ce projet. Le comité sectoriel d'institutionnalisation genre a pour mission de suivre la mise en œuvre de la politique nationale genre et de veiller à la prise en compte des questions de genre dans la formulation des politiques publiques, des programmes, projets de développement et budget au sein des ministères. Retenons que ce projet est financé par Affaires mondiales Canada et mis en œuvre par un consortium d'organisations composé d'Alina International Radio, Rural International, Catholic Relief Service et Éducation Internationale. Des sociétés sénégalaises évoluant dans le secteur pétrolier à la rencontre des opérateurs économiques au Mali. Objectif, présenter Kidira Oil Terminal. C'est un projet de transfert et de stockage de produits pétroliers à la frontière Mali-Sénégal. Sokona Kamisoko. Le Sénégal s'apprête à mettre à la disposition des opérateurs économiques maliens un terminal de transfert et de stockage des produits pétroliers à Kidira, frontière Mali-Sénégal. D'où l'idée de cette conférence d'information et de sensibilisation en vue d'une meilleure appropriation du projet. Le Sénégal est en train d'exploiter son pétrole et son gaz et nous pensons que la première tonne de gaz qui va sortir du champ
qui est entre le Sénégal et la Mauritanie. Ce sera au mois d'octobre 2023. Il faut que des investissements qui accompagnent cette période de production de pétrole soient réalisés. Nous avons dit que ce projet, nous ne pouvons pas le réaliser sans la participation du Mali. Donc nous sommes venus au Mali pour présenter le projet, discuter avec les différents opérateurs pour qu'ensemble, ce projet de Kidira Oil Terminal soit un projet entre le Sénégal et le Mali. Le projet Kidira Oil Terminal, une fois installé selon les initiateurs, va faire baisser le coût des produits, faciliter l'accès et réduire le coût des transports par la diminution des distances à parcourir pour les opérateurs économiques maliens. Il est évident que si nous réalisons le dépôt de Kidira Terminal Oil, ça va impacter et le stock de sécurité du Sénégal, mais ça va aussi impacter le stock de sécurité du Mali, parce que c'est un projet que nous avons volontairement mis à la frontière du Sénégal et du Mali. Les préoccupations exprimées par les opérateurs économiques et les journalistes sont relatives à la non-implication des opérateurs au moment de la prise des décisions de création du projet, au coût du carburant et à la prochaine étape après cette conférence. Et ce livre dans vos librairies, il est intitulé « Effondrement de l'armée malienne en 2012, approche historique et ses causes. Son auteur, le général à la retraite Béguélé Siro, dans cet ouvrage, l'officier supérieur exprime sa déception face à ce qu'il s'est passé en 2012. Il affiche aussi sa confiance et son espoir face aux efforts de restructuration en cours de l'armée malienne. Aridou Matina. La Sahélienne, en collaboration avec la librairie Larousse, vient de présenter l'ouvrage intitulé « Effondrement de l'armée malienne en 2012, approche historique et cause », un livre rédigé par le général Béguélé Siro. Militaire émérite qui aura tout donné pour l'armée malienne, le général Béguélé Siro exprime ses pensées, ses analyses, voire son cri de cœur dans ses livres sur les événements de 2012. Et selon lui, plusieurs facteurs ont contribué à l'effondrement de l'outil de défense. La politisation à outrance, c'est que les hommes politiques ne se gênaient plus à venir dans les camps militaires. Il y a eu même des cas où vraiment c'était révoltant. C'est ça qu'il faut arrêter. Il ne faut pas autoriser les téléphones mobiles sur les théâtres d'opération. Les forces armées maliennes et de sécurité sont l'aboutissement d'un long processus d'évolution de la société malienne dont elles sont issues. Un aspect traité largement dans ce livre qui met aussi l'accent sur l'essentiel des politiques d'équipement de l'armée malienne sous les premières, deuxième et troisième républiques et de leur effet direct ou indirect sur le conflit de 2012. De nos jours, l'armée est sur une dynamique positive, d'où la satisfaction du général. Ce que je recommandais dans mon livre, c'était de donner des capacités réelles, avérées à nos forces armées aériennes, à nos forces terrestres, pour qu'ils puissent défendre notre sanctuaire malien. Je connais bien cette armée dans ce sens qu'il a passé toute sa vocation, tout son service dans les matériels. Il sait comment nos armes ont été détruites, il sait pourquoi on a été affaibli, il sait pourquoi en 2012 l'armée a été effondrée. En 2008, juin 2008, le chef de l'État à l'époque, le général d'armée Amadou Touré, m'a désigné comme chef d'état-major général des armées et Béguélé comme mon adjoint. Et c'est pour vous dire que nous avons travaillé ensemble. Béguélé, il a souffert dans ce cas, étant un spécialiste, étant celui qui a vu l'équipement de cette armée, qu'il a construite pratiquement, parce que c'est le matériel qui fait l'armée. Et ce matériel, c'est lui qui commandait ce matériel. L'officier supérieur qui a eu une brillante carrière dans l'armée malienne estime avoir réalisé son dernier contrat moral qui le liait à sa chère patrie, le Mali, en écrivant ce livre. Au 26e régiment du génie de Bafo 374, les militaires viennent de boucler leur formation en certificat d'aptitude technique CAT1 et CAT2. Cette formation vise à renforcer leurs capacités opérationnelles sur le terrain. Fousseini Samake. Durant 3 mois, ces 374 stagiaires de certificat d'aptitude technique CAT1 et CAT2
ont renforcé leur aptitude physique et technique sur la détection, la neutralisation, la destruction des explosifs, entre autres. Ces détenteurs de CAT1 et CAT2 du génie ouvrier sont désormais aptes à commander et diriger une équipe ou un groupe. Tout au long de cette formation, ils ont appris en plus des matières militaires, rentrant dans le cadre de la préparation opérationnelle, les matières techniques qui sont le cœur même du métier du sapeur, à savoir la neutralisation et la destruction des explosifs NEDEX, les bâtiments, les travaux publics, les engins de terrassement. Et au commandant de l'école du génie d'inviter ces hommes à plus de persévérance pour faire face aux défis sécuritaires. L'objectif de cette formation était d'apprendre aux élèves le rôle et les missions du chef d'équipe et du chef de groupe. Ainsi, ces militaires qui viennent de recevoir leur parchemin ont été formés sur une dizaine de modules d'instruction, à savoir le combat pratique, le combat du génie, la topo, les mines et pièges explosifs, les engins improvisés, l'organisation du terrain et camouflage, le génie service, les engins lourds du génie, le ravitaillement en eau, etc. Cette formation organisée par la direction du génie militaire se situe dans le cadre des objectifs de la loi d'orientation et de programmation militaire LOPM des FAMA. Plus de 150 millions de francs CFA, coût de la construction et de l'équipement du centre de promotion sociale de Gao. Il va accueillir plus de 200 enfants. La structure est financée par l'association de développement pour servir la communauté Sambare Aïdara. Les enfants vulnérables de Gao ont désormais un toit. En effet, l'ONG Association de développement pour servir la communauté ADSC vient de réaliser un orphelinat à Sosokora d'une capacité d'accueil de plus de 200 enfants au bénéfice des plus vulnérables. Ainsi, ce centre de promotion sociale est réalisé avec toutes les commodités. Une école primaire de 6 classes, une infirmerie, un réfectoire, des dortoirs et des espaces de jeu. Le promoteur de ce centre est un battant. Il a toujours fait des actions dans le cadre de l'action humanitaire. Il vient de poser un acte hautement social. Le fait de créer un centre, mettre toutes ces commodités là-dedans. Les autorités régionales ont salué la réalisation de cette œuvre humanitaire au profit des couches les plus vulnérables. La réalisation de cet investissement est très chère pour le gouvernement de la transition du Mali, parce qu'il s'agit des enfants. Et les enfants constituent une des priorités pour le gouvernement de la République du Mali, à côté des femmes, à côté des personnes vivant avec un handicap. Qui parle d'enfants, parle de l'avenir du pays. La réalisation de ce centre de promotion sociale a été rendue possible grâce à l'accompagnement de l'Association de la Renaissance du patrimoine islamique, financée par le Koweït à travers le comité du continent africain. Plus de 130 millions de francs CFA pour renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble à travers le patrimoine culturel immatériel de Tombouctou. C'est un projet conjoint de l'Association malienne pour la survie au Sahel et le Festival du Vivre Ensemble. Nazim Babasissé. Renforcer la cohésion sociale, le vivre ensemble à travers la promotion du patrimoine culturel immatériel de Tombouctou. C'est tout l'objectif de ce tout nouveau projet intitulé Tanminakt. Un projet cofinancé par l'Union européenne à plus de 130 millions de francs CFA, qui sera mis en œuvre par le consortium Association malienne pour la survie au Sahel et le Festival du Vivre Ensemble dans la région de Tombouctou sur une période de 2 ans. Tanminnak, qui signifie en tamashek cohésion et entente, a pour objectif de préserver et de promouvoir les patrimoines culturels immatériels de Tombouctou, tout en mettant l'accent sur les valeurs et les pratiques culturelles qui sous-tendent l'identité de notre chère région. Les principaux bénéficiaires de ce projet, qui sont les jeunes et les femmes, tireront profit des sessions de formation, des semaines culturelles et des expositions, afin de démontrer et renforcer leur savoir-faire dans le domaine artistique et culturel. Plusieurs jeunes de Tombouctou, de Niafunké, de Diré, de Gundam travailleront sur ce projet, à ce qu'on puisse faire un inventaire, répertorier l'ensemble de nos
chant et danse en voie de disparition. Que vous soyez gardien, parce que ce projet est pour vous, pour que vous puissiez perpétuer ces traditions partout. Le projet TANMINACT s'aligne sur les priorités du gouvernement du Mali dans le cadre de la valorisation du patrimoine culturel immatériel. Il permettra la révalorisation du patrimoine culturel immatériel à l'endroit des jeunes générations en tant que vecteur d'échange culturel entre les peuples. De ces projets sont attendus la révalorisation du patrimoine culturel immatériel, le renforcement de l'attractivité de la région pour le tourisme, le vivre ensemble et la cohésion sociale. 6e édition du festival Ali Farka Touré à la Fiabougou, en commune 4 du district de Bamako. Cette année, l'événement est placé sous le signe de la paix et du vivre ensemble. Ibrahim Kaoukonaté et Abdoulaye Diarra. Le festival d'Ali Farka Touré est organisé depuis 2017 par la fondation qui porte son nom. Il vise à perpétuer ses œuvres et ses actions. Je suis vraiment ému, en même temps content d'avoir tous ces gens qui sont venus pour d'abord faire Ali Farka. Parce que si vous voyez tous ces gens venus ici aujourd'hui à cause de ce grand homme, Ali Farka Touré, pour ses œuvres, pour tout ce qu'il a fait pour ce monde, parce que je ne dirais pas le Mali en fait. L'homme qui a fait connaître le Mali dans tous les continents sur cette terre est un homme qui mérite plus qu'un festival. Est un homme qui mérite des monuments dont il a bénéficié ici à la Fiabougou. Un homme qu'on doit y penser tous les jours. Parce qu'une fois que tu écoutes un morceau de Ali Farka, tu as l'impression qu'il vit parmi nous. À l'ouverture de cette 6e édition, un hommage mérité a été rendu à l'artiste interplanétaire disparu par ses anciens compagnons. Avec son talent, son intelligence et son charme exceptionnel, Ali est un grand ambassadeur de la culture malienne. Ali Farka Touré, c'est un homme que nous ne pouvons pas oublier. C'est un homme que Niafounké n'oublie pas. C'est un homme que la région de Tombouctou n'oubliera jamais. C'est un homme que le Mali n'oubliera jamais. C'est un homme que le monde entier n'oubliera jamais. Cette soirée d'ouverture était surtout marquée par une série de prestations des artistes invités, notamment Samba Touré et Safi Diabaté. Ce festival Ali Farka Touré dure 3 jours. Autre festival, la première édition du festival Béra à Solenta dans le cercle de Bafoulabé. Les 2 jours de festivités ont mis en exergue la riche culture malinké. C'est autour du thème culture et développement durable, temps fort de cette première édition avec Cheikh Oumar Sangaré, Tchadja Kamara et Abbas Bass. Dans les cercles de Bafoulabé, contre du BTA, chaque village a son béra, autrement dit place publique. Ces hauts lieux de rassemblement voient plusieurs générations passer et donnent d'ailleurs son nom au groupe générationnel. C'est donc un symbole fort d'éducation et de cohésion sociale. C'est ce qui explique l'intitulé Festival Béra que le village de Solenta vient d'abriter. L'objectif recherché, c'est pour pérenniser ce festival-là et pouvoir le placer et revenir sur ça dans tous les villages. Parce que ça existe déjà dans les villages. Mais ça commence à s'effriter. On commence à abandonner et ça a commencé à... C'est ce qui a joué sur l'éducation des enfants, sur la cohésion sociale et même sur la paix. La plus grande richesse sur la terre aujourd'hui, c'est la paix, c'est l'entente. Donc ce festival a pour mission non seulement de proposer aux jeunes de les distraire pendant un certain temps, mais de leur montrer l'importance de ça. Alors, il faut accepter les règles de la société. La mise en eau d'une pirogue, les visites touristiques, des démonstrations d'art culinaire et autres danses du terroir comme les Sendja aux jambes longues qui se caractérisent par des sauts autour du feu ont marqué ces rendez-vous culturels de Solenta. Aujourd'hui, dans ce monde de modernité et de modernisme, ramener les gens à prendre conscience de ces valeurs culturelles-là qui sont propres à nous, c'est une bonne chose. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité à accompagner au nom des plus hautes autorités de ces pays et de la transition, n'est-ce pas, cette activité
du festival Béra dans le milieu malinké, du BTA. Cette première édition du festival Béra de Solenta a mobilisé la quasi-totalité des villages de la contrée du BTA sous le thème culture et développement durable. Sport Week-end, c'est avec Koudi Sibi en plateau avec moi. Bonsoir Koudi. Bonsoir Ibrahim, bonsoir à tous. Troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les Aigles du Mali ont réalisé une bonne opération en s'imposant hier 2-0 face à la Gambie. Oui, les buts maliens ont été marqués par Kamori Doumbia et Malouda. Bien évidemment, 2-0 donc. Avec cette victoire, les Aigles consolident leur position de leader avec 9 points. Les autres équipes sont reléguées à 3. Alors je ne vous en dis pas davantage. On retourne sur les temps forts de cette rencontre Mali-Gambie avec Arjumatina qui était donc dans les gradins du stade du 26 mars. Tout comme lors de la première journée contre le Congo au stade du 26 mars, les Aigles vont vite trouver le fond des filets dans ces matchs, comptant pour la troisième journée face aux Scorpions de la Gambie. Titularisé comme meneur de jeu dans le système 4-4-2 losange du sélectionneur Éric Sekchel, le jeune milieu de terrain des Reims Ligue 1 française à peine 21 ans va se signaler. Sur une passe parfaite de Sékou Koïta, Kamori Doumbia brûle la politesse au gardien de but gambien qui va prendre le ballon au fond de ses filets. Kamori Doumbia qui marque sa première sélection, sa première titularisation, ça fait 1 pour le Mali, 0 pour la Gambie. Souverains dans le jeu, les Aigles vont dominer et ont l'occasion à maintes reprises de corser le score avant la mi-temps. Mais Sékou Koïta, Adama Traoré, Malouda et Kamori Doumbia seront maladroits devant les buts. De retour de la pause, les Aigles vont manquer de fraîcheur physique pendant 15 minutes. Et les Scorpions de la Gambie, quart de finalistes de la dernière CAN au Cameroun, vont ainsi essayer d'en profiter. À la 63e minute, la star gambienne Moussa Baro s'échappe du marquage de la défense malienne. Mais l'attaquant de Bologne en première division italienne finit par buter sur Ismaël Diarra Diawara qui gagne son duel. Les Aigles, après quelques moments de flottement, vont reprendre le contrôle de la partie. Dans les arrêts de jeu, le jeune attaquant malien Néné Dorgeles, entré en cours, sera fauché par le portier gambien. Sans détour, l'arbitre burkinabé siffle le penalty. Il sera transformé par Adama Traoré Malouda. Score final 2-0 pour le Mali. C'est dommage, mais 1-0, 2-0, ça ne change pas beaucoup. On a un match retour mardi. J'ai vu beaucoup de choses positives dans mon équipe. Et on doit travailler de confiance et d'être préparé. Ils avaient eu 10-15 minutes de flottement et qu'il fallait qu'on soit un petit peu plus juste techniquement quand physiquement on commence à baisser de pied. Voilà, après c'est vrai qu'on a mis quand même de l'intensité sur le pressing. On savait que c'était important de marquer en premier pour nous faciliter les choses. On a bien géré le match. Et voilà, le deuxième but nous a fait du bien. Il faut continuer comme ça, il y a un match retour et il faut valider la qualification. Dans l'autre rencontre du groupe, les Diables Rouges du Congo se sont inclinés à domicile 2-1 devant le Soudan du Sud. Avec 6 points d'avance sur les 3 autres formations, les Aigles leaders du groupe D avec 9 points obtiendront la qualification ce mardi s'ils l'emportent face à la Gambie à Casablanca au Maroc. Voilà, tu as déjà tout dit. Voilà. Les équipes du Mali et de la Gambie vont se retrouver ce mardi à Casablanca, justement pour le compte de la 4e journée de ces éliminatoires-là. Et une victoire propulserait les Aigles en phase finale, donc avant même la fin de ces éliminatoires-là, puisque les autres équipes, notamment le Soudan du Sud, la Gambie et le Congo, sont relégués à 3 points. Voilà. Et nous signalons que Arjumatina sera justement au Maroc pour suivre ses Aigles. Avec Oumar Traoré, ils sont donc nos envoyés spéciaux pour vous faire suivre donc cette rencontre, les temps forts et les coulisses de ce match Gambie-Mali cette fois-ci, du côté de Casablanca. Le basketball à présent, l'actualité est dominée par la 4e journée du championnat national de première division. Oui, Ibrahim Traoré, cette 4e journée qui a été donc marquée surtout par la double victoire hommes et dames. Vous apercevez, c'est une sensation. Victoire du Real Dame face au Djoliba Athletic Club
de Bamako. Les dames ont gagné donc 70-61. Voilà, vous apercevez justement les images de cette rencontre des dames où le Real, les jeunes qui ont donc rapidement grandi ensemble, et les hommes l'ont emporté cette fois-ci sur le score de 66-61, toujours dans ce duel entre l'AS Real de Bamako et le Djoliba Athletic Club. Autre résultat, chez les hommes, l'AS Mandé s'est imposé 76-73 devant l'USFAS. Et chez les dames, victoire de l'USFAS 96-68 aux dépens de l'AS Commune 6. Voilà pour le basketball. Et on termine avec une note de tristesse avec Ousmane Farouta, ancien gardien de but des Aigles du Mali, qui est décédé ce samedi à l'âge de 58 ans. Oui, la nouvelle est tombée en fin de matinée. L'ancien capitaine des Aigles du Mali est décédé ce samedi, vous l'avez dit. Ancien sociétaire de l'AS Real du Stade malien de Bamako et d'Ismaïlia d'Égypte, Farouta était un exemple sur et en dehors du terrain. Seragatou Cissé nous retrace son parcours. Ousmane Farouta, le capitaine des Aigles du Mali à la CAN Tunisie 94, nous quitte à l'âge de 59 ans. Leader respecté, Farouta était ce gardien de but de référence pour plusieurs générations. De l'équipe de la Commune 5 à l'AS Real, en passant par le Stade malien de Bamako, Ousmane Farouta s'est fait un nom et un palmarès. Des gants en or, Farouta est repéré par le club égyptien d'Ismaïlia en 1995. Il y contribue au parcours du club jusqu'en demi-finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Ousmane Farouta, c'est aussi un chapitre remarqué avec les Aigles du Mali, dont l'histoire débute lors de la saison 84-85. Le trophée remporté à la Coupe Amicale Cabral en 89 reste un souvenir intarissable dans sa carrière. Capitaine exemplaire, Farouta marque de son empreinte la CAN 94 et amène l'équipe jusqu'à la 4e place. Un rang honorable à l'époque après 22 ans de disette. Il arrête définitivement avec les Aigles du Mali le 5 juillet 1997 à l'occasion d'un match amical international face à la Tunisie. Ses qualités de meneur de groupe le conduisent vers une grande banque de la place. Ousmane Farouta est une légende du football au Mali. Voilà, Ibrahim Traoré, on va juste ajouter que les obsèques de Ousmane Farouta ont lieu ce dimanche à partir de 14h au quartier Mali. Paix à son âme. Merci Koudji. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous demain à 13h à la Radio Nationale dans 13h dimanche. On se retrouve ici à 20h45, Inch'Allah, toujours avec la même passion. Bonsoir.